J'essaie de créer une forêt dans le désert sur 130 hectares de terres arides. Et pour y parvenir, je dispose d'une petite flotte d'équipements et d'une personne écart. Je ne compte que pour un quart. Daniel est un employé à temps plein. Nous avons tellement de projets à réaliser pour que la forêt du désert puisse voir le jour. Cet épisode est la feuille de route pour 2026, avec tous les projets que nous essayons de terminer, en plus de toute la plantation, l'arrosage et tout ce qu'il faut faire pour entretenir le ranch. Le plan le plus grand et le plus ambitieux, c'est le champ, et il est actuellement à moitié abouti. Et si je dis ça, c'est parce que j'ai une foreuse de puits derrière moi. Et pour pouvoir planifier correctement le champ, je dois savoir quelle quantité d'eau je vais avoir, et si je pourrais irriguer et développer une forêt désertique durable qui ne dépend pas de l'irrigation. Bien. Dois-je adopter une stratégie basée sur les crues, où nous construisons tous les aménagements de terrain que nous avions initialement prévus, et que toute cette zone ici, c'est le champ. Il y a le camp. Je me tiens sur l'endroit le plus plat des 130 hectares qui n'est pas inondé de façon horrible. Et la raison pour laquelle c'est une telle opportunité, c'est parce qu'on peut s'en occuper rapidement. C'est relativement plat. Ça penche pas mal, mais je peux amener les eaux de crue de 16 hectares vers un seul endroit, ce qui fait de ceci une opportunité incroyable. Et c'est faisable avec El Patron, mon petit bulldozer. Mais il est évidemment très difficile de compter sur de rares grosses inondations. Donc si je fais creuser ce puits et qu'il fournit une quantité d'eau significative, alors la donne change, car nous voulons toujours cultiver des arbres du désert. Nous n'allons pas faire un verger de pacanier ou un champ de luzerne. C'est juste à côté du camp. Cela incarne toutes les leçons que j'ai apprises en étant ici. Mais c'est difficile de planifier quand on n'a pas quelque chose d'aussi fondamental que l'eau assurée. Donc pour l'instant, le champ est en suspens jusqu'à ce que ce puits soit foré. Et j'espère que le prochain épisode, après celui-ci, portera sur le puits d'eau. Je suis ici depuis une semaine. Je suis vraiment prêt à atteindre la profondeur cible, principalement pour avoir de l'eau, mais aussi parce que j'ai vraiment envie de rentrer chez moi et de voir ma famille. Mais si, pour une raison quelconque, l'eau venait à manquer, c'est l'élément clé de ce qui permettrait d'aménager le champ. Et Daniel l'a parcouru avec moi afin que nous puissions mieux comprendre comment garder autant d'eau que possible sur la rigole, et aussi pour que nous puissions planifier l'avenir. Ce que nous voulons faire, c'est commencer à un point de référence, puis tout part de ce point. D'accord. Et je pense que ce qui a le plus de sens, c'est qu'à terme, on va vouloir connecter les rigoles. On va créer une rigole qui ira d'ici jusqu'à l'endroit où on a les BDA. D'accord. Donc on va vouloir amener toute cette eau à ce point précis, lui donner un peu de pente pour ne pas se compliquer la tâche. Et ensuite, notre point de référence sera le début du champ. Et juste pour ma compréhension, on ne va pas forcément faire un champ complètement plat comme ceux que j'ai vus en venant ici depuis chez moi. Mieux vaut voir cela comme un labyrinthe. D'accord. Imaginez un labyrinthe avec des allées qui font, et je dois définir la distance, mais ce sera probablement 40 ou 60 pieds. D'accord. Au lieu d'avoir une zone parfaitement plate, parce que ce que je veux, c'est des arbres puis de l'herbe, des arbres, de l'herbe. Ainsi, beaucoup de paillis peut être placé le long des lignes d'arbres. Nous allons devoir marquer où la future baissière va passer, parce que nous voulons que toute cette pente, la baissière la traverse entièrement, passe par ici, monte par là, passe par ici et se connecte. Par ici. Ainsi, nous aurons deux versants complètement différents qui collectent toute l'eau en un seul endroit. Nous souhaitons que ces systèmes de baissières se rejoignent, mais ils restent séparés. Et ensuite, nous voulons que toute cette eau aille littéralement d'ici à là, puis revienne ici, puis encore ici. Et ensuite, nous en construisons autant que possible. Et au lieu de faire une grande clairière, tu fais simplement ta bande de 3 mètres une à la fois. D'accord. Je veux te montrer la cellule en gaufre sur la mégacelle. Mégacelle. Ouais. Ce que je préfère, c'est quand les gens se plaignent que je conduis le bulldozer, disant que je détruis le désert, et genre, 6 mois plus tard j'ai planté et rien de tout ça ne vient des graines que j'ai semées. Ouais.
Eh bien, je veux dire, tu regardes beaucoup d'endroits où on a passé le bulldozer et tu vois, il y a plus de végétation maintenant qu'il n'y en avait avant qu'on le fasse. Tu laisses ça 2 ou 3 ans et tu vas voir, dès que les plantes vivaces vont arriver, il y aura une densité bien plus élevée qu'ailleurs sur le ranch. Je veux dire, Ça reçoit énormément d'eau. prenons par exemple la terrasse supérieure. Oui, là où il y a toute l'herbe. Rien n'a été planté parce qu'on vient juste de la nettoyer et c'est tout. Oui, et je pense à semer du sac à thon géant là-bas parce que je ne me vois pas étendre les systèmes d'agroforesterie de ce côté-là. Je pense que le mieux serait d'en faire une énorme source de paillis. Au cas où vous vous demanderiez ce que c'est le sous-soleur. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez cette tranchée et ces grosses pierres, c'est qu'il soulève littéralement tout ça. Il casse l'argile à des endroits où nous avons du caliche. Il l'arrache, donc ces morceaux remontent directement à la surface. Pour ceux qui ne sont jamais venus ou ignorent le caliche, c'est très étrange. Oui, une substance étrange. Ça se casse facilement, mais il faut juste réussir à le traverser. C'est du béton fabriqué par l'homme. C'est drôle sur le bulldozer, je craignais que le terrain soit plat. Maintenant que je vois les murs et les berges, c'est bien plus haut que le rebord intérieur. Ça va sûrement devenir un pointeur naturel pour une cellule en nid d'abeille. Ici, je vois déjà une élévation. Oui, eh bien, ici, il y avait beaucoup de crampons. Juste là. Donc ça, un peu... Ça s'est résolu tout seul. Ça s'est fait comme ça. Et puis le pire, c'est quand on est tombé sur du caliche avec beaucoup de pierres dedans, parce que c'est difficile à traverser. C'est incroyablement dur. D'accord, alors, Cellule en nid d'abeille, c'est ça? Oui, et on voit toujours la variation de couleur en creusant. oui, regarde ça. Il y a une ligne assez marquée là au fond. Oui, tu vois une couleur, puis une autre, et encore une autre. Oui, il y a une ligne juste ici. C'est plus foncé, puis ici c'est plus clair. Et ensuite, c'est un... Un peu plus foncé, Je ne sais pas, je n'appellerai pas ça de la terre végétale. mais c'est la roche supérieure. La couche supérieure de roche. Mais oui, c'est la cellule en gaufre. Et je ne pense pas que ça se voit du tout à la caméra. Alors laissez-moi poser la caméra et ce sera plus clair. Alors, quand j'ai vérifié l'élévation, c'est ici le point le plus bas de tout ce qui s'étend dans cette direction sur une centaine de mètres. Et ici, c'est au moins 10 cm en dessous de chaque point sur le rebord. Et comme ce déversoir fait littéralement entre 8 et 10 mètres de large, il y a beaucoup de place pour que l'eau descende ici et s'écoule sans tout arracher et transformer ça en ravine. Je n'ai eu le temps d'en construire qu'un seul et de mesurer et vérifier avec le niveau que tout est correct. Le prochain sera à une centaine de mètres par là. Et ensuite, on continuera à les construire à peu près tous les 100 mètres. Comme ça, premièrement, on comprendra mieux comment l'eau s'accumule parce qu'on pourra voir quelles cellules se remplissent. Peut-être que plus d'eau vient de là-bas que d'ici. Mais si jamais ça déborde, ça va remplir, complètement remplir, inonder la cellule suivante, inonder la cellule suivante, inonder la cellule suivante. Et de cette façon, on garde autant d'eau que possible au même endroit. Et seulement quand ça déborde, alors on l'envoie en bas. Et regardez ça. On en revient un peu aux gens qui sont tous contrariés parce qu'on abîme le désert. Vous savez, on est passé par ici et on a fait quelques travaux, donc on a enlevé une partie de tout ça. Ouais, je ne peux tout simplement pas faire demi-tour avec la sous-soleuse, donc j'ai dû abîmer une partie de... Ouais, mais ça n'a pas duré. Ça a coupé. Il y a bien plus de végétation ici qu'avant, car il y avait une grande tranchée. Mais toutes ces fleurs, il y a quoi, 2 semaines ou avant que la sous-soleuse ne passe, toute cette zone en était remplie. Et l'olivier du désert, ce truc ne ressemblait pas à ça avant. C'était un petit arbuste et il est devenu visiblement plus grand. Oui, non, il a beaucoup grandi. Et puis je ne voulais pas l'enlever. Mais je pense que c'est tout. Ouais, c'est la Warnox Country Convolvulus, tu peux voir les épines. Et en fait, ça ne fait pas vraiment de fruits.
Ça fait une drupe qui est violette. Et tu la verras en septembre ou en octobre. C'est savoureux. Ça a vraiment le goût d'un arôme artificiel de raisin. D'accord. Donc, du Kool-Aid saveur violette. Oui. Eh bien, regarde le bois. Il est génial. Il a tellement de caractère, mais il ne pousse pas trop haut. Peut-être 6 ou 8 pieds si tu lui donnes énormément d'eau. Je trouvais ça cool, donc je ne voulais pas l'enlever. Merci. Je veux dire, c'est clairement un obstacle pour bien faire ça. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais je poussais la terre de ce côté pour compenser la façon dont ça dépasse ici. J'ai vu un mouvement là-bas, où quelque chose a attiré mon attention. Maintenant, j'ai envie d'aller regarder la caméra de chasse. Une chose que nous devons absolument régler cet été, c'est le manque d'ombre. Nous avons installé une voile d'ombrage d'ici jusqu'au conteneur 3 fois. Et 3 fois, elle s'est arrachée à cause de vents violents ou de tourbillons de poussière qui traversent et détruisent littéralement le camp. Donc un tourbillon de poussière est passé. C'était tellement violent que ce panneau air, qui n'a qu'1 an, a tous ses trous à cause des débris, parce que le vent était vraiment très fort. Et ça a emporté des palettes qui étaient là-haut pour donner un peu d'ombre à ma cabane. Et elles ont été projetées d'ici contre le côté de la cabane de Daniel, où on peut vraiment voir l'endroit où la palette a atterri. J'en ai fini avec les voiles d'ombrage. La solution permanente va consister à utiliser le conteneur maritime et cette tige de forage qu'on a montée verticalement sur la cabane de la foreuse que tu vois derrière. Et ce qu'on va faire, c'est installer des chevrons d'ici jusqu'au conteneur maritime. De cette façon, on aura de l'ombre fixée à une structure en acier et qui ne s'envolera pas avec le vent. Le conteneur maritime lui-même est un chantier en cours et j'hésite vraiment à montrer ça à la caméra parce que je sais à quel point tout le monde déteste le désordre, mais c'est un site de construction. Donc ce n'est pas terminé, même si tout est câblé et fonctionne, mais je dois refaire une grande partie de cette partie en courant continu. Le parasurtenseur doit aller dans un coffret de combinaison. Il me reste du travail et j'ai choisi de ne pas publier ce contenu hors réseau sur la chaîne car ce n'est pas ce que le public recherche. Et c'est en partie la raison pour laquelle j'ai ralenti, c'est que nous avons énormément de travail à faire pour pouvoir vivre ici. Si je mets ce contenu sur la chaîne et que ça nuit à la chaîne, je ne peux pas le montrer. Et toute la raison d'être de la chaîne, c'est de gagner l'argent nécessaire à investir dans ce projet pour qu'il puisse se réaliser. En ralentissant, Daniel et moi pouvons nous concentrer sur des projets comme celui-ci, qui doivent exister mais ne seront pas diffusés dans l'émission. Et si vous voulez voir les vraies mises à jour, eh bien je les mets sur l'équipe d'Ustups quand je ne peux pas les mettre sur YouTube. Mais au cas où vous voudriez vraiment vous plonger dans ce genre de choses, je vais très brièvement expliquer ce que nous avons. Nous avons 2 batteries de 100 ampères-heure. Nous fonctionnons en 48 volts. Il va y avoir 2 autres ensembles qui iront sur cette étagère et celle-ci qui vont utiliser mes batteries de 12 volts. Nous allons les combiner en 48 volts, puis tout envoyer vers cet onduleur de 10 kW. Et ensuite, cet onduleur fait passer loin les câbles derrière le mur jusqu'au tableau électrique en courant alternatif dont Daniel s'est très gentiment occupé. Et c'est ce qui alimente la lumière ici. Ensuite, on s'élève toute l'électricité pour le camp, l'électricité pour le puits d'eau Cuido, l'électricité pour les postes d'un soudé. L'électricité pour absolument tout sur cette propriété va venir de ce panneau. Et on refroidit tout l'ensemble avec un climatiseur split. Ça fait 12 000 BTU et ça ne refroidit que 11 mètres carrés. Donc c'est largement surdimensionné par rapport aux besoins, mais c'est ce qu'il faut pour vivre ici. Et Daniel est en train de tirer les câbles. C'est le meilleur boulot, le plus amusant qui soit. Oui. Vous remarquerez peut-être qu'on l'a enroulé. La raison en est que s'il y a une quelconque impédance, comme celle provoquée par la foudre, cela aide à annuler le signal. Ce n'est plus aussi grave quand cela atteint le parasurtenseur. Eh bien, ça rend le tirage du câble plus difficile. Je sais que tu t'amuses et, fidèle à l'esprit de True Stups, tu as voulu compliquer encore les choses. Ouais, tordons le câble et tirons-le. Cela ne semble peut-être pas un grand projet, mais nous avons actuellement nos panneaux solaires ici. Et nous voulons qu'ils soient
sur la dalle par ici. Et nous pouvons utiliser ces supports existants et ils sont corrects. Ils ne tombent pas ou quoi que ce soit. Mais ce que nous voulons faire, c'est construire un support permanent en tige de forage parce que j'ai essentiellement besoin de doubler la capacité de ces panneaux. Au lieu de les avoir alignés ici où ils bloquent l'endroit où je pourrais planter des arbres pour ombrager les bâtiments, nous préférons les mettre ici. Cela nous aide à 2 niveaux. On peut le fabriquer avec des tubes de forage, le rendant solide, et il pourra être plus haut pour mieux ombrager. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que nous pourrons aussi en accrocher beaucoup, beaucoup plus. Ces supports, ils sont ridiculement chers pour ce qu'ils sont. Et nous avons des tonnes de tubes de forage, donc nous devrions les utiliser. L'autre projet que nous avons ignoré depuis 5 mois maintenant, c'est le passage à gué que nous essayons de construire. La raison, c'est que l'entreprise de béton qui nous a fourni tous ces coffrages a simplement arrêté de répondre à nos messages. Ils voulaient vraiment qu'on prenne tous les gravats comme vous voyez là-bas. Et ces gravats n'ont absolument aucune valeur pour moi parce que j'ai déjà plein de grosses pierres ici. Donc ce dont j'ai besoin, ce sont ces formes qui ont vraiment du poids, de la masse et une forme qui minimise le déplacement de matériaux. Donc si on ne peut pas avoir le béton, je suis désolé de m'être emporté, mais il me faut absolument le fournisseur. Et pas de fournisseur, ça veut dire qu'on ne fait rien du tout. Donc l'alternative, c'est qu'un spectateur a fait don de barrières ESCO, que l'armée américaine utilise pour construire des fortifications et des murs anti-explosion. Elles conviennent parfaitement aux zones à faible niveau d'eau. Sur Team Dust-Ups, c'est l'une des choses sur lesquelles les membres votent, s'ils veulent qu'on se concentre ensuite sur la construction du terrain ou sur l'utilisation des barrières ESCO pour les enfoncer à 1,20 m de profondeur, puis les remplir de matériaux afin de former un barrage très très bas. Je prends ce morceau de béton isolé comme exemple. Imaginez que c'est un mur. Donc l'eau frappe ici et s'écoule par-dessus. Vous voyez le principe. Mais ce qui va se passer avec le temps, c'est que tout ce qui est transporté par l'eau va simplement continuer à s'accumuler derrière le mur. Cela forme une belle couche uniforme derrière le mur. Si vous le considérez comme un système, c'est une route auto-réparatrice où, à chaque inondation, l'eau apporte du matériau, dépose une belle surface plane et l'excès d'eau s'écoule par-dessus. Donc le passage à gué est une solution brillante mentionnée par quelques ingénieurs du génie militaire et beaucoup d'Australiens dans les commentaires. Interprétez comme vous voulez, mais je trouve que c'est une excellente idée. Il nous faut juste trouver du temps pour tous ces projets à 2 seulement. C'est beaucoup de travail et d'infrastructures. Tout ce qui concerne le fait d'être ici, j'aimerais vraiment me concentrer sur la forêt désertique, mais beaucoup de choses liées à l'infrastructure doivent simplement être faites pour pouvoir exister ici. Donc je reçois pas mal de critiques parce que je ne fais pas des trucs de plantes 24 heures sur 24, mais c'est un peu comme l'histoire militaire où on dit que les amateurs discutent de stratégie, les professionnels discutent de logistique. C'est la même chose ici. La section des commentaires est pleine d'experts en permaculture, mais vous savez, ils ne font pas attention au fait qu'il faut parcourir 240 km et utiliser beaucoup d'équipements pour amener le diesel nécessaire à la réalisation de tout ça. Si je n'ai pas de route, je n'ai pas d'accès. Et si je n'ai pas d'accès, je ne construis pas de forêt dans le désert. Je cache intentionnellement les résultats du sondage où les membres de Team Dust-Ups décident si nous travaillons sur le champ ou sur la traversée du canyon. J'espère un peu qu'on choisisse le champ parce qu'on a déjà l'équipement pour ça. Mais la traversée du canyon dans le désert est un projet extrêmement important. Si cela vous intéresse, regardez cet épisode où nous tentons de maîtriser les inondations du désert avec du béton de récupération.